je reçois le docteur Elodie Baer, qui travaille au centre hospitalier de Dax. Et comme j'ai peur de faire de gaffe, je vais vous laisser vous présenter. Déjà merci de m'avoir invité au mercredi de la CPTS. Moi je m'appelle Elodie Baer, je suis médecin anesthésiste réanimateur et je suis aussi algologue. Alors comme personne ne sait ce que ça veut dire, je ne suis pas spécialiste des algues, mais je suis médecin de la douleur. Et donc je travaille au CH de Dax en consultation de douleur chronique. D'accord, merci d'être venu. Alors moi je vais vous parler du sujet qui m'intéresse le plus en douleur chronique, c'est la prévention de la douleur chronique. Et je vais essayer de vous livrer quelques trucs et astuces, parce qu'en médecine générale, vous avez déjà pas mal d'actions à mettre en place pour lutter contre la chronicisation de la douleur. Donc, mon premier objectif, ça va être de vous démontrer que douleur aiguë et douleur chronique, ça n'a rien à voir. La douleur chronique, c'est une maladie en soi. Et il faut vraiment la percevoir comme une maladie et non une douleur type menace. L'objectif 2, ça va être de vous permettre d'identifier un certain nombre de facteurs de risque pour pouvoir agir dessus en amont quand la douleur est encore aiguë et qu'elle ne s'est pas encore chronicisée. Et le troisième objectif, ça va être de vous montrer à quel point il est important de reconnaître la douleur des patients, de prendre en charge précocement les douleurs. Et parmi les facteurs de risque, je vous en ai trouvé 2 qui me semblent vraiment très importants à décortiquer et traiter, c'est le stress et le perfectionnisme. Alors, je vous rappelle rapidement la définition de la douleur. Selon l'OMS, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Ça, c'est le début de la définition. Ça veut dire que ce n'est pas qu'une information. C'est le circuit de la douleur, il passe également par la zone des émotions. Donc, à chaque fois qu'on a une douleur, il y a une composante émotionnelle qui est très importante. Et on va pouvoir modifier le curseur de l'intensité de la douleur grâce à la gestion émotionnelle. Donc des émotions qui sont très intenses, elles vont venir accentuer, augmenter le volume de cette douleur. Mais on peut aussi, en pratiquant la méditation, la cohérence cardiaque, dont je vous présenterai quelques techniques après, diminuer ce son. Et par ailleurs, c'est secondaire à une lésion tissulaire, réelle ou potentielle. Donc une lésion tissulaire réelle, c'est je me donne un coup de marteau sur le doigt, j'ai une lésion tissulaire, tout le monde peut l'avoir. Elle est réelle, elle peut être potentielle, je me suis donné un grand coup de marteau, pour autant il n'y a pas de lésion visible et j'ai mal. Et elle peut être aussi décrite en ces termes, je me suis pas donné de coup de marteau mais j'ai mal comme si, et c'est pas pour ça que j'ai pas mal. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas de lésion du tissu périphérique qu'on n'a pas de douleur. À quoi ça sert la douleur? Vous le savez tous, une douleur aiguë, ça sert à survivre. C'est une information de danger, de menace. Si un patient diabétique marche sur un clou et qu'il a une neuropathie périphérique qu'il ne sent pas, il va marcher toute la journée avec son clou dans le pied, il va finir avec une nécrose, voire une septicémie. Mais ça ne sert pas qu'à ça, la douleur aiguë, et on ne le sait pas forcément, mais ça sert à déprimer. Pourquoi? Parce que quand je suis un homme des cavernes et que je suis allé à la chasse au mammouth, et que j'ai une grosse blessure au niveau abdominal, par exemple, si je ne suis pas déprimée et que je retourne immédiatement à la chasse, j'ai plus de risque de mourir. Donc en fait, en allant se reposer au fond de la caverne, on pense que génétiquement, on a sélectionné naturellement des personnes qui savent se déprimer, se reposer après avoir une douleur. Et ça explique aussi pourquoi les mécanismes, enfin les circuits de la douleur sont globalement très proches des circuits de la dépression. En revanche, la douleur chronique, c'est-à-dire une douleur qui est présente depuis plus de 3 mois, n'a aucune utilité, c'est une maladie en soi. C'est une maladie comme un diabète, c'est une maladie comme n'importe quelle maladie chronique, et c'est donc une anomalie. Donc, pour essayer de vous montrer que c'est une maladie, déjà il faut connaître la matrice de la douleur. En fait, on la décortique en 3 ordres. Il y a la matrice de premier ordre, c'est la matrice nociceptive. C'est l'information brute qui arrive dans le cerveau et qui arrive dans le cortex sensory-discriminatif et elle vient exprimer le type de douleur, la localisation, l'intensité. Ça, c'est la première matrice. La seconde matrice, c'est la matrice qui est corticale. C'est une modulation qui va être attentionnelle avec un contrôle cognitif. Tout ce que je vais me dire sur la douleur, oh là là mon Dieu c'est une catastrophe, je viens de me donner un coup de marteau, je suis complètement foutu et puis je vais pouvoir faire ci ou ça. Ça c'est le contrôle cognitif qu'on a sur la douleur.
Et ensuite, on a la matrice de troisième ordre qui s'appelle la matrice émotionnelle. Et là, ça va être ce dont je vous parlais, du son qu'on peut augmenter ou pas. C'est toute la matrice émotionnelle. C'est ce que je vais ressentir quand je vais éprouver une douleur. Et ça va avoir un impact très important sur l'intensité et sur la chronicisation. Juste encore un mot, c'est qu'on a ce qu'on appelle des contrôles descendants. Une fois qu'on a ressenti une douleur, il va y avoir un rétrocontrôle sur cette douleur où le cerveau va être capable de venir aussi l'apaiser. On peut le voir notamment dans les bronzés fonds du ski, quand ils donnent un grand coup dans la tête pour essayer de réduire la luxation, c'est que c'est toujours la douleur la plus forte qui gagne, et les autres vont être atténués. Ce qui veut dire que quand vous soulagez une douleur qui est très importante, il y en a qui peuvent apparaître, qui sont sous-jacentes et qui peuvent prendre à ce moment-là toute leur place. Donc en gros, ça ressemble à ça. Ça, c'est le circuit de la douleur qui est activé dans un cerveau. Donc on retrouve un petit peu toutes ces connexions et cette matrice qui se décompose en trois composantes. Pourquoi est-ce que ces douleurs s'installent? Les douleurs s'installent, maintenant on a décortiqué ça sous forme de modèle biopsychosocial, vous en avez probablement déjà entendu parler. En fait, il y a un certain nombre de facteurs de risque, c'est jamais une seule chose qui entraîne la douleur chronique, c'est un certain nombre de facteurs de risque qui cumulés chronicise la douleur. Donc dans ces facteurs de risque, il y a les facteurs biologiques, génétiques, inflammatoires, infectieux. Vous avez les facteurs plutôt sociaux, à quel point vous êtes entouré, soutenu sur le plan social, les liens que vous avez avec vos pairs, et ça aussi beaucoup dans l'enfance. Et après, il y a tout l'aspect psychologique, c'est l'estime de soi, c'est la capacité d'adaptation, c'est toutes nos croyances qui définissent notre fonctionnement psychique. Et donc ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est trois choses les plus importantes, c'est l'activité physique. Est-ce que vous êtes très actif? Vos capacités cognitives. Parce que des patients qui sont douloureux chroniques mais qui n'ont pas de capacité cognitive importante, ils vont être très limités dans leur fonctionnement, dans leur capacité au changement. Et enfin, c'est le soutien familial et amical. Donc on sait que la douleur aiguë, ça se traite facilement, vous le savez tous, on peut mettre l'artillerie lourde avec des opioïdes, on peut utiliser la glace, on peut utiliser la chirurgie. Tout ça, c'est assez facile, que ce soit pour des douleurs nociceptives, donc c'est toujours mon coup de marteau, j'ai abîmé plein de cellules, il y a du potassium, il y a tout le contenu des cellules qui se déverse et qui vient activer le récepteur de la douleur. Okay, ça, c'est les mécanismes nociceptifs. Après, on a les mécanismes neuropathiques, où là, c'est plus le nerf qui est abîmé, étiré, rompu, le névrome, d'accord? Donc, c'est pas tout à fait les mêmes types de douleurs, on en avait parlé à la session précédente. Et après, on a les douleurs nociplastiques, dont je vais vous reparler après. Le traitement de la douleur chronique, c'est extrêmement compliqué. Il faut commencer par dire aux patients qu'ils ne vont pas guérir. C'est un point très important. Il est difficile parce qu'il est multifactoriel. On voit qu'il est engendré par plein de facteurs de risque, comme le diabète. Et une fois que c'est là, et il va falloir composer avec. Alors, il y a deux éléments qui sont très importants que je dis toujours aux patients, mais que ce soit de la prévention ou lorsqu'ils ont déjà développé ces douleurs, c'est déjà avoir un corps fort. Pour ne pas être douloureux, il faut avoir un corps fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire du sport, se muscler, ça veut dire avoir du souffle, avoir un bon conditionnement physique. Et le corollaire de ça, c'est avoir une bonne détente. Parce que si je fais beaucoup de sport, mais que je suis toujours extrêmement stressée, avec les épaules comme ça, eh ben je vais développer des contractures musculaires qui vont s'installer dans le temps, et ça, c'est le lit de la douleur chronique. Donc à la fois un corps fort, mais une vraie détente musculaire, un vrai relâchement au quotidien, et donc pas trop de stress. Donc là, on a plein de traitements pour favoriser ça, que vous connaissez, la méditation, la cohérence cardiaque, les thérapies cognitives ou comportementales, bon, il y en a plein. Et ensuite, il va falloir lutter contre ces facteurs de risque de chronicisation. Juste un petit mot sur les douleurs nociplastiques, vous savez peut-être ce que c'est. C'est plein de symptômes différents. Donc, il y a des entités comme le syndrome de l'intestin irritable, le syndrome des jambes sans repos, les céphalées de tension un peu chroniques, le SADAM, vous savez, les douleurs au niveau de la mâchoire, la fatigue chronique et les points rouges, là, c'est la fibromyalgie. Et en fait, c'est pas si simple que ça de différencier des douleurs nociplastiques d'une hypersensibilité centrale.
On retrouve dans les douleurs nociplastiques énormément de symptômes qui constituent l'hypersensibilité centrale. C'est quand on a une douleur depuis longtemps, on finit par avoir un seuil de douleur qui diminue beaucoup, et par avoir cette hypersensibilité centrale qui n'entraîne pas uniquement des douleurs, mais plein d'autres symptômes comme une fatigue générale permanente, le fait de se réveiller fatigué, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration et de la mémoire. Les patients, ils ont très peur de devenir Alzheimer, alors qu'en fait, ces troubles de la concentration, ils sont plutôt fluctuants, mais avec des pertes du mot. Et tout ça, c'est de l'hypersensibilité centrale, et ça fait partie intégrante de la douleur chronique. Donc finalement, douleur nociplastique, hypersensibilité centrale, c'est un peu presque la même entité. Et dans les autres types de douleurs, on va retrouver cette hypersensibilité centrale. Donc quand vous avez un patient qui a mal depuis longtemps, les questions à poser, c'est est-ce que vous êtes tout le temps fatigué, est-ce que vous avez des troubles de la concentration, de la mémoire, des troubles du sommeil. Ça va être des éléments importants parce qu'ils sont pas faciles à traiter. Et donc ça, globalement, c'est un problème au niveau du rétrocontrôle de la douleur. Alors, donc j'espère que je vous ai démontré que la douleur chronique, c'est une maladie en soi, et il faut que ça se traite comme une maladie en soi, quelle que soit l'origine de la douleur. La deuxième chose, c'est les facteurs de risque de chronicisation de la douleur. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je vais vous parler de deux situations différentes. On a une situation avec... c'est une femme, une patiente qui arrive en consultation, qui s'est brûlée en mettant la main dans son cadre professionnel, et qui arrive au bout de 2 ans avec des rétractions tendineuses et une main très hypotrophiée, et elle ne s'en sert plus. Et en fait, ce qu'elle m'explique, c'est que quand elle a mis la main dans le tout de suite, elle a eu très très mal. Il y avait son patron à côté qui lui a dit mais quelle maladresse, voyons, vous êtes vraiment pas très professionnel. Et donc elle a eu une espèce de phase de sidération. Elle a mis au moins 30 secondes avant de mettre la main dans l'eau froide. Et elle a gardé un sentiment d'injustice très fort, dont elle me parle quand elle vient me voir, une très grande colère. Puis elle vient me voir avec des photos de la cicatrisation de cette brûlure au quotidien pendant je ne sais combien de semaines. Une brûlure qui n'était pas si grave parce que c'était du 2e degré, qui restait superficielle. Mais en tout cas, le vécu de la patiente était très négatif. Et donc, à force de ne pas utiliser la main, des rétractions tendineuses. Donc cette patiente, elle a beaucoup de facteurs de risque de chronicisation de la douleur. Et puis je vais vous parler d'une autre patiente qui n'est pas une patiente mais qui est une amie, qui s'appelle Marie, elle qui a eu un très grave accident parce qu'elle travaille dans une ferme. Elle s'approchait d'un veau, la vache s'est mise à penser qu'elle allait attaquer le veau, donc elle a attaqué Marie jusqu'à ce qu'elle soit clouée au sol, et puis elle a fini par l'écraser. À ce moment-là, elle a senti un crack au niveau de son rachis. Elle a quand même réussi à appeler le SAMU, qui est venu la prendre en charge. Ils l'ont mis sur une coquille, et à ce moment-là, elle sentait presque plus ses membres supérieurs. Elle les a récupérés à ce moment-là. Elle a fini par se faire opérer à Bordeaux. Et moi, je l'ai appelée une dizaine de jours après pour savoir comment elle allait, parce que j'ai appris qu'elle avait des douleurs neuropathiques nocturnes. Et Marie m'explique que de toute façon, ça va aller, qu'elle reprend le travail, mais dès qu'elle sent qu'elle est fatiguée, elle retourne se reposer, qu'elle a été vraiment très bien prise en charge, qu'elle est très contente, qu'elle n'en veut pas à la vache. Vous voyez, en fait, une attitude qui est très positive. Et en fait, 6 mois plus tard, elle courait des trails et l'histoire était terminée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des facteurs de risque de chronisation. Tout le monde ne va pas développer de douleurs chroniques. Donc, les facteurs de risque, je vais vous les énumérer et vous en dire quelques mots. Il y a déjà le terrain. Avant qu'on ait un événement douloureux, on a un certain terrain. Pendant l'événement douloureux, souvent la douleur est très intense et on a une sensation de perte de contrôle. C'est ça qui risque de la chroniciser. Et après l'événement, on va parler de TCC, de thérapie cognitivo-comportementale, avec les pensées dysfonctionnelles qu'on peut avoir, les émotions et les comportements. Donc si on parle de terrain avant la douleur, je pense qu'on le sait tous, le trouble anxieux, le trouble dépressif sont des gros facteurs de risque de chronicisation de la douleur. Je vous en parle pas beaucoup parce que vous connaissez les troubles anxieux, c'est 15% de la population, il y a le trouble anxieux généralisé, les troubles phobiques.
Je pense que vous connaissez bien. Le syndrome dépressif également, c'est de la perte d'intérêt, c'est une tristesse un peu constante, des pertes de poids. Bon, ça, je ne vais pas revenir sur ces critères-là. Le trouble de stress post-traumatique, c'est aussi un très gros facteur de risque de douleur chronique. Probablement un des plus importants, notamment dans les fibromyalgies, tout ce qui va être hypersensibilité centrale. Le trouble de stress post-traumatique, c'est pas juste un trauma, c'est tellement grave cet événement que je perçois un risque pour ma vie, ma survie ou pour mon intégrité physique. Donc ça se traite par EMDR, par hypnose, peut-être par TCC pour ceux qui en sont convaincus. Donc voilà, c'est un très gros facteur de risque qu'il faut traiter. Après, vous avez le perfectionnisme, et je vous en reparlerai plus tard, parce que le perfectionnisme, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler et qui est très fréquent en France. Et il y a le manque de flexibilité cognitive. Alors, un bon moyen pour savoir si vous avez de la flexibilité cognitive, c'est si vous êtes capable de vous dire, quand il y a n'importe quel événement, c'est bien parce que. Ça vous permet d'avoir de la distance face aux petites choses de la vie qui peuvent être pénibles. Par exemple, là, je fais tomber mon téléphone portable, il se casse, il faut que je trouve un c'est bien parce que. Et ça apporte de la flexibilité cognitive, et vous allez voir qu'il y a des patients qui sont très 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 rigides et d'autres qui ont plus de résilience. Et ben, proposez-leur le c'est bien parce que, quel que soit l'événement. Donc ça, c'est avant la douleur. Et lors de l'événement, on sait qu'un stress aigu, une douleur très intense, ça va faire le lit de la douleur chronique. Et surtout, la sensation de manque de contrôle sur la douleur. Vous avez par exemple des femmes qui accouchent, qui ont la sensation de bien contrôler, de bien maîtriser les choses. Elles ont la même douleur que la voisine qui a l'impression d'être complètement débordée, et ça ne va pas du tout donner le même risque derrière de développer des douleurs. Donc voilà, pensez au stress qui dépasse les capacités. Et ensuite, après l'événement, ça va être aussi important, c'est, vous l'avez bien vu avec mon exemple, c'est le sentiment d'injustice. Chaque fois qu'il y a eu un épisode qui a déclenché une douleur, je cherche toujours ce qui s'est passé pendant l'événement initial, et très souvent, on a ce sentiment d'injustice, de manque de reconnaissance, de ne pas avoir été bien compris par l'employeur, les collègues, personne ne les a appelés. Ça, c'est quelque chose de très important, à partir duquel les gens ont du mal à sortir de leur douleur. Voilà, tout ce qui va être de l'ordre de la colère. Après, il y a un type de personnalité qui s'appelle le catastrophisme. Donc le catastrophisme, c'est quand on dit toujours, jamais, oh là, c'est affreux, c'est horrible, je m'en sortirai jamais, c'est complètement foutu. Bon, vous allez beaucoup l'entendre en fait, hein, c'est assez fréquent le catastrophisme, et c'est important d'en prendre conscience pour mettre un petit peu de nuance de gris dans la façon dont on vit les choses. Toujours l'anxiété, le syndrome dépressif, ça reste des facteurs de risque importants. Le manque de soutien social. Si après une douleur, ou après un événement douloureux, vous êtes quand même obligé de vous occuper des parents, des enfants, de continuer votre activité professionnelle, de tondre, hein, en fait, ça va aggraver les douleurs et créer un terrain propice à la chronisation de ces douleurs. Et après, il y a un élément qui est très important, c'est la kinésiophobie. La kinésiophobie, ça s'est retrouvé dans à peu près 80% des douleurs chroniques. On les voit beaucoup, notamment chez les patients algodystrophiques, donc on appelle ça SDRC maintenant, mais peu importe. En fait, c'est des patients qui arrivent avec, par exemple, un poignet qui bouge plus du tout, donc ils parlent bien de leur main droite, et avec leur main gauche, pendant toute la consultation, il n'y a plus un seul mouvement. C'est qu'ils ont tellement peur d'avoir mal qu'ils ont fini par ne plus mobiliser la main, et ça fait même plus partie du schéma corporel. Donc ça, c'est très important de le réintégrer. Et il y a un message qui est important, c'est de vous dire que quand on a mal, il faut continuer à bouger en tolérant un niveau de douleur faible à modéré. Il ne faut pas avoir très mal, mais il faut continuer à bouger même quand on a un peu mal. Voilà. Donc ça, c'est une diapositive un peu pénible à voir, mais c'est pour vous montrer que tout est lié et qu'il y a des cercles vicieux qui se mettent en place. Par exemple, j'ai beaucoup de stress, donc j'ai des contractures musculaires, donc j'ai des douleurs qui s'installent de plus en plus, du coup j'ai de plus en plus mal, donc je suis de plus en plus stressée, et plus j'ai mal, plus je me contracte. Ça, c'est un cercle vicieux qui est important. Il faut vraiment expliquer aux patients qu'il faut apprendre à relâcher
pour réduire l'intensité des douleurs. Les troubles du sommeil, c'est très important. Il faut absolument permettre aux patients de mieux dormir. Ça fait partie aussi des cercles vicieux. Si j'ai des troubles du sommeil, j'ai des troubles de la concentration, j'ai un seuil émotionnel plus bas, j'ai un stress important, ça augmente les douleurs. Donc voilà, ça c'est vraiment sur les éléments sur lesquels il faut travailler. Et donc, je vous ai mis les facteurs de risque, kinésiophobie, catastrophisme, perfectionnisme. Et le manque de reconnaissance est un paramètre important aussi. On passe à l'objectif 3, c'est reconnaître la douleur. Alors, pourquoi et comment je reconnais la douleur? Si je vous dis que j'ai très envie de boire un café, je pense que personne ne remettra en question mon besoin, déjà parce que vous pouvez vous identifier et puis parce que ça vous coûte rien de me croire. Si je vous dis que je suis très stressée, bon, vous allez regarder un peu, intuitivement, je vais trembler un peu, je vais transpirer un peu, mon débit de voix va être différent, vous allez le voir, et puis vous n'avez pas vraiment de quoi douter de mon stress. Les émotions, faut pas croire les gens quand ils vous disent je suis pas du tout en colère. Faut pas croire les mots, mais par contre on a une très très bonne intuition pour percevoir les émotions des autres. Donc on peut remettre en doute ce que les gens nous disent, mais pas ce qu'on ressent face à l'émotion de quelqu'un. En tout cas, on peut la faire valider. Et en revanche, la douleur, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de reconnaître et c'est naturel. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose à savoir, c'est qu'il n'y a aucune échelle objective de la douleur. On ne peut pas être sûr que le patient a mal. C'est pas parce que vous avez une fracture que vous avez mal. Souvent, vous avez mal. Mais quand vous voyez, par exemple, des imageries du rachis, on a tous une hernie, hein, c'est quasi systématique. Ce qu'il faut savoir, c'est que 50% des scanners normaux le sont chez les patients qui ont des douleurs. Et 50% des scanners anormaux, les patients ne présentent aucune douleur. Il n'y a aucune corrélation directe entre l'imagerie et le niveau de douleur. Ça, c'est très important à savoir parce qu'il y a des patients qui arrivent et me disent « Oh là là, j'ai mal à ma hernie ». Non, ils n'ont pas la mal à la hernie, ils ont mal au dos. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Il faut vraiment recentrer sur ce qu'ils ressentent physiquement. Et ils font des... Moi, j'ai une patiente, la dernière fois, elle est venue me voir, elle avait un peu mal au dos avant, elle a fait une imagerie, elle avait une hernie, elle me dit « Je ne bouge plus depuis que j'ai appris que j'ai une hernie. » Surtout, j'en fais très attention. Donc voilà, attention à ça. L'électromyogramme ne vient pas vous dire s'il y a une douleur ou pas. Il y a 3 types de fibres nerveuses. Vous avez les toutes petites qui sont les fibres de la douleur, les moyennes qui sont les fibres sensitives et les très grosses qui sont des fibres motrices. L'électromyogramme, il vient vous donner des informations sur les fibres sensitives et motrices. Il vient rien vous dire sur la douleur. Donc, c'est pour vous dire que la seule chose que vous pouvez faire, c'est croire le patient. Est-ce que certains ont plus mal que d'autres ? En fait, peu importe, on a des sensibilités très différentes face à la douleur. Et l'important, c'est ce qu'on ressent soi-même. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question « Quelle est la pire des douleurs ?» C'est la sienne. Je vous parle en quelques mots des biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est vos pensées automatiques. C'est quelque chose dont on n'a pas conscience. Elles viennent comme ça spontanément et il faut vraiment aller les chercher si on veut en prendre conscience. Mais le cerveau fonctionne sur un mode automatique parce que il est très paresseux et que c'est sa façon d'aller le plus rapidement possible à un certain comportement. Et donc, pour modifier ces comportements, il faut déjà modifier les pensées. Et donc, il faut en prendre conscience. Et on a tous régulièrement des pensées face à nos patients de il vient encore me voir pour un arrêt maladie, ça fait 50 fois qu'il me vient, j'en peux plus, je peux plus le supporter. Tout ça, c'est humain. Et il faut le reconnaître, parce que si on le reconnaît pas, après, on a des comportements qui sont pas adaptés. Alors que si je reconnais qu'en fait, ce patient, j'en peux plus, je vais pouvoir prendre un peu de distance face à ça. Je vous invite à regarder Kahneman, système 1, système 2. Kahneman, il a reçu 2 prix Nobel d'économie et il vous explique bien que vous avez un système 1 qui est un système intuitif dans lequel vous avez des pensées automatiques. Si je vous dis 2 plus 2, c'est automatique, vous dites 4. Vous répondez 4. En revanche, si je vous dis 1275 plus 25 000, là, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut réfléchir derrière. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'identifier vos pensées automatiques qui sont un peu intuitives et après, aller les retravailler pour pouvoir mieux écouter la douleur du patient. Et ensuite, vous avez la composante émotionnelle et celle-ci, c'est la pire. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est empathique face à une personne qui a des douleurs,
ça active la matrice émotionnelle dans notre propre cerveau. Et on n'a pas du tout envie de ressentir des choses désagréables. Donc naturellement, notre cerveau il est fait pour rejeter la croyance dans la douleur de l'autre. On n'en veut aucune composante. Donc même en tant que médecin de la douleur, des fois c'est dur d'entendre la douleur des patients parce que parce que ça nous active nous-mêmes. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle on n'a pas très envie de reconnaître la douleur du patient. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous la croyez ou que vous la croyez pas, il faut la valider. Il faut jamais dire au patient que cette douleur c'est dans sa tête parce qu'il s'en remet pas. Le patient il a besoin d'être validé dans ce qu'il ressent. C'est un peu comme la double peine. Non seulement il a très mal, mais en plus il n'est pas reconnu. Ces patients-là, c'est très difficile de rattraper ça. La douleur c'est pas dans la tête. C'est interdit de dire cette phrase. Et donc que vous y croyez ou pas, vous validez. Ça doit être très dur pour vous, je comprends. Ouh là là, c'est difficile. Voilà. Pourquoi il faut traiter précocement les douleurs dans les facteurs de risque? Parce qu'il faut les traiter tant qu'il est temps. Et que le pire probablement pour chroniciser les douleurs, c'est d'avoir une intensité très forte qu'on ne contrôle pas. Il faut que le patient ait la sensation de contrôler la douleur. Je vous en reparlerai un petit peu après, si j'ai le temps. Je vais vous parler un peu du stress. Ça, c'est ma passion du moment. Le stress, c'est une sensation de perte de contrôle. Quand la personne, l'individu, il a le sentiment que la situation dépasse ses ressources, que ce soit cognitive ou physique. Alors, il y a un stresseur. Il peut être externe. Par exemple, je vois un serpent. Il peut être interne. Ça peut être des ruminations sur mince, alors demain je dois faire une présentation, mais je suis pas complètement prête, et s'il se passe ci, et si je rate, et si là. Donc ça, on arrive à s'en créer beaucoup, des stresseurs internes. Après, le cerveau, il interprète. Donc ça, c'est notre part cognitive, préfrontale, où on se dit, mais quels sont les vrais risques? Et on arrive un peu à adapter par rapport aux stresseurs externes ou internes. C'est un peu notre système 2. Et ensuite, on a la réaction biologique, donc ça vous savez tous, c'est une sécrétion de cortisol et d'adrénaline. Vous savez que ça entraîne un syndrome adrénergique, ça va agir sur tous les organes, donc ça va créer une tachycardie, une hypertension artérielle, une mydriase, vous connaissez tout ça, et des sueurs, surtout au niveau du visage et des mains et des odeurs. C'est à peu près tout ce qu'on peut voir, une accélération du débit, des tremblements, des choses comme ça. Pour évaluer de manière un peu plus objective le stress, on a des questionnaires qui sont validés et on peut doser facilement le cortisol salivaire, ce qu'on fait dans les études. Et moi, j'ai un signe qui est important, c'est quand je regarde les patients, leur niveau de stress, c'est la hauteur de leurs épaules. Par exemple, là, je suis un peu stressée parce que j'ai les épaules un peu montées. Donc, il y a plein de patients qui arrivent avec les épaules aux oreilles et surtout, il faut savoir qu'ils s'en rendent pas compte. Donc, la première chose que je leur dis, c'est allez-y, baissez les épaules pour voir. Et là, d'un coup, ils disent « Ah oui, d'accord ». Donc ça, c'est un signe de stress qui est très important à prendre en compte et qu'on peut facilement montrer aux patients. Et après, je vais vous parler de la variabilité de la fréquence cardiaque, qui est un paramètre qui permet, pour vous et pour vos patients, de mesurer le stress. Bon, là, c'est pour vous dire que on a une zone de performance avec un tout petit peu de stress, mais que dès que le stress est chronique et trop important, on développe de la fatigue, des troubles de la concentration, des douleurs, des troubles du sommeil. Pensez aux troubles du sommeil, c'est très important. Puis un burn-out quand on est vraiment au bout du bout. Alors, comment on fait pour réduire le stress chronique? Il y en a que vous connaissez très bien, des paramètres, c'est apprendre à ne rien faire. Donc ça, c'est, vous allez voir par exemple pour les fibromyalgiques, ça n'existe pas. Tous les patients qui ont des traumatismes, ils sont en permanence dans l'hyperactivité, ça leur permet d'éviter de penser au trauma. Donc déjà, quelqu'un qui sait ne rien faire, c'est un bon signe pour limiter le stress. L'activité physique régulière, il faut faire du sport pour avoir une meilleure gestion émotionnelle et réduire le stress, augmenter les sources de plaisir et augmenter les capacités de coping, c'est-à-dire les stratégies de souplesse cognitive. Donc c'est bien parce que ça fonctionne très bien. Et puis la résilience, je m'adapte aux situations. Bon, ça c'est du job, hein, mais ça se fait. Et après on a plein de méthodes qui existent, mais je vous en citais deux, c'est la cohérence cardiaque et la méditation. Alors, pour parler de la cohérence cardiaque, il faut qu'on retourne dans le système nerveux végétatif.
vous savez que c'est le système nerveux autonome et qu'il y a un système sympathique et un système parasympathique, que le système sympathique, il active, c'est la réaction à la menace avec du stress et on se prépare à une urgence et c'est le côté un peu hyperactif. Le système parasympathique, c'est le contraire, c'est le système de la relaxation et du repos. Et donc, ça va permettre de baisser la fréquence cardiaque, baisser la pression artérielle, mais ça va aussi stimuler, activer la digestion. Ça détend les muscles et donc ça réduit le stress. Pour vous parler de la variabilité de la fréquence cardiaque, vous savez que les deux systèmes nerveux, sympathique et parasympathique, ils vont agir sur le nœud sino-auriculaire. Vous savez aussi que quand on a une arythmie, quand on est en ACFA, on a des bruits du cœur irréguliers, des complexes très irréguliers. Mais en fait, même quand on a un rythme sinusal, on a des variations à chaque fois entre deux complexes. Cette variation, on appelle ça la variabilité de la fréquence cardiaque. Il y a plusieurs façons de la mesurer. Donc, on calcule l'intervalle RR entre deux battements successifs. On fait une moyenne, par exemple, sur une minute de tous ces battements. On calcule les écarts types et le but, c'est de savoir à quel point la variabilité est haute. Et ce qu'on sait, c'est que plus la variabilité est haute, et moins vous avez de stress, et moins vous avez de risques cardiovasculaires, et moins vous avez de cancer, etc. Ça, je vais vous montrer après. La variabilité de la fréquence cardiaque, elle diminue de manière importante avec l'âge. Elle est très très importante jusqu'à 5 ans, l'âge de 5 ans, puis après elle va diminuer de plus en plus. Donc on sait que le seuil critique, donc on appelle ça soit là, en anglais c'est Heart Rate Variability, donc ça c'est le mot anglais, vous allez le trouver partout, et sinon en français c'est VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque. Ce qu'on sait que c'est globalement, les seuils dans les études, c'est aux alentours de 19 pour les seuils critiques de RMSSD. Ça, c'est l'HRV. Globalement, la RMSSD, c'est vraiment sur des périodes très courtes qu'on la calcule. En moins d'une minute, on peut la calculer facilement. Alors que le SDNN, c'est presque, ça correspond aussi à une moyenne, mais c'est moyenné sur à peu près 24 heures ou sur beaucoup plus longtemps. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la RMSSD. Et donc, il faudrait avoir un seuil au moins de 19. Il faut être au-delà de 19. On sait qu'en deçà, il y a une mortalité qui peut être augmentée, multipliée par 5. Donc, c'est vraiment important. Il y a plus de mortalité cardiovasculaire, il y a plus de mortalité en général, il y a plus d'infarctus. Donc, tout ça, on le sait, c'est démontré, mais depuis très, très, très longtemps. On sait qu'il y a une corrélation entre le niveau de variabilité de la fréquence cardiaque et la perception de l'intensité du stimulus douloureux. Donc ça, c'est pour la douleur chronique. Et on sait que l'HRV est très basse chez les patients qui sont douloureux chroniques, quel que soit le type de douleur. Chez les fibromyalgies, elle est complètement effondrée, mais aussi chez les lombalgiques et d'autres pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde. Donc la question, c'est comment on augmente son HRV pour réduire les risques cardiovasculaires. Parce qu'on a démontré aussi que quand on l'augmente, ça réduit les risques cardiovasculaires, la mortalité, ça diminue l'hypertension, etc. J'ai vu, alors il n'y a pas beaucoup d'études sur la douleur chronique, mais pour les patients fibromyalgiques, on sait que quand on fait de la cohérence cardiaque, on augmente l'HRV. Il faut en faire 20 minutes fois 2 par jour, donc c'est assez contraignant, mais on sait qu'au bout de 8 semaines, on a une diminution de 20 à 30% des douleurs. Donc c'est quantifiable et c'est efficace. Comment on fait de la cohérence cardiaque? L'avantage, c'est que c'est super basique et c'est facile. Le but, c'est de créer des oscillations qui sont synchronisées entre la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la respiration. Donc, vous voyez, si je respire normalement, je respire à, je sais pas, 10, 12, 15 par minute. Et ce qu'on sait, c'est que quand j'inspire, ma fréquence cardiaque, elle augmente. Quand j'expire, mes fréquences cardiaques, elles diminuent. Mais il y a un petit temps de latence quand je respire vite, et du coup, c'est complètement chaotique, et vous pouvez le voir sur cette image, il n'y a aucune synchronisation. Si, en revanche, je commence à respirer très lentement, et on sait que c'est 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, tout se synchronise. D'accord? La respiration se synchronise avec la fréquence cardiaque dont les battements vont augmenter et diminuer de la même manière que ma respiration, et c'est valable aussi pour la pression artérielle. Donc c'est tout simple, c'est une synchronisation entre le cœur et la respiration. Moi, je vous recommande 3 applications. Je suis en train de regarder un peu tout ce qui existe. Donc Respirelax, vous la connaissez tous.
C'est super basique, super facile et c'est gratuit. Donc ça, moi maintenant, avant je recommandais 3 minutes, 5 minutes x 3 par jour. Maintenant je leur dis d'emblée, il faut faire au moins 15 minutes x 3 par jour. C'est comme se brosser les dents, il faut le faire tous les jours plusieurs fois, sinon si vous le faites qu'une fois, voilà, ça va pas être très efficace sur vos dents. Vous allez devoir voir le dentiste régulièrement. Donc, Respiralax, ça marche bien. Le problème, en fait, c'est qu'on s'ennuie vite. Du coup, j'en ai trouvé une autre qui s'appelle Heart Rate Plus. Et ça, c'est payant, mais ça doit coûter moins de 10 € une fois. Et l'avantage, c'est que vous avez du feedback. Donc, en fait, vous mettez la main au niveau de la caméra de votre téléphone. Ça calcule vos pulses. Et derrière, ça vous donne l'efficacité de votre cohérence cardiaque. Donc, il y a presque un côté addictif. Vous êtes là, vous avez toujours envie de faire mieux et d'arriver au moins à 80%. Et du coup, ça, c'est beaucoup plus facile d'en faire sur la durée. Et pour calculer votre HRV, donc il y a toutes les montres connectées qui vous fait ça, mais il y a aussi le Pulse HRV, c'est gratuit, c'est une application qui est un peu en développement, donc elle n'est pas parfaite, mais elle vous donne des résultats instantanément et ça vous permet d'avoir votre niveau de stress à vous aussi et pour vos patients. Après, je vais vous proposer un autre outil qui va être de la méditation. On a fait des audios avec Aurélie Mongereau, qui est la psychologue du service, et qui a une voix parfaite pour la méditation et l'hypnose. Donc, je pourrais vous les mettre à disposition. La méditation, c'est très simple, c'est juste je suis maintenant, ici et maintenant, et je ne suis concentrée que sur ce que je fais actuellement. C'est facile, par exemple, à l'escalade, parce que quand votre cerveau a peur, il vient hyper focaliser sur ce que vous êtes en train de faire. C'est moins facile quand vous conduisez, parce que vous avez plein de pensées automatiques qui arrivent. Là, l'idée, c'est c'est un apprentissage, et ça facilite vraiment beaucoup la vie quand on arrive à le pratiquer. C'est un entraînement du cerveau, c'est de l'éducation du cerveau, donc c'est pareil, on ne peut pas faire ça 10 minutes par semaine, mais on peut en faire régulièrement sur des très courtes périodes, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et vous allez voir que ça limite beaucoup le stress, donc la chronicisation de la douleur. Je vous parle, je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais je vous parle c'est parfait. Je vous parle un tout petit peu du perfectionnisme. Et pour ça, je vais vous parler des TCC. Vous connaissez sans doute, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. C'est vraiment la psychologie de base et qui est très importante. J'ai des pensées automatiques qui conduisent à des émotions, qui conduisent à des comportements qui, après, font des cercles vicieux. Ça, c'est la base. Et donc, on a un filtre de lecture avec des pensées automatiques qui sont plus ou moins positives. Si j'ai eu une enfance avec beaucoup de maltraitance, je vais avoir beaucoup de croyances et de pensées automatiques négatives. Si mon enfance était idyllique et rose, mes croyances et mes pensées automatiques, ça va être plutôt de l'ordre du je vais m'améliorer la prochaine fois, ça c'est pas grave. Voilà, vous voyez, quand j'ai un spectre de lecture négatif, le perfectionnisme, le type de pensée automatique face à un échec, par exemple, j'ai pas réussi à faire ça, ça va être je suis nul. Donc je suis nul, c'est du perfectionnisme, ou je ne vaux rien, ou je suis complètement cruche, toutes ces pensées très dévalorisantes. Ça conduit à quoi? Ça conduit à des émotions qui sont pas des émotions de tristesse, de colère, de joie ou de peur, qui sont les émotions classiques qui sont tout à fait normales dans la vie courante, mais à des émotions de honte et de culpabilité. Ça, c'est extrêmement autodestructeur. Ça conduit à beaucoup de troubles anxieux, de syndrome dépressif, d'autodévalorisation, et ça conduit à des comportements, soit de l'agressivité, soit d'autoflagellation, soit de monter de plus en plus la barre d'exigence et les actions qu'on mène pour essayer d'être à la hauteur de ce qu'on attend soi-même, sachant que la hauteur de ce qu'on attend est tellement démesurée qu'elle est inatteignable par définition. Donc on n'est jamais satisfait, jamais fier de soi. Et donc le perfectionnisme, ça pousse à des comportements complètement inadaptés face à la douleur. Ça pousse à en faire beaucoup, beaucoup trop par rapport à nos capacités physiques, et toujours en se sentant pas à la hauteur des choses. Donc voilà, ça c'est vraiment les TCC. J'ai des pensées automatiques qui conduisent à des émotions et des comportements. Ça se travaille avec un psychothérapeute, en restructurant les pensées. Ça fonctionne bien, mais il faut vraiment travailler ça. Ça c'est
avant même d'avoir des douleurs. Il faut travailler le perfectionnisme. La conclusion, et après je vous montrerai juste une petite diapo ensuite, c'est une douleur aiguë, ça se traite vite et fort. Il faut jamais attendre. Et quand on a très mal, eh ben, c'est le moment de se reposer jusqu'à ce qu'on guérisse. Donc ça se traite pas par le mépris, une douleur aiguë. Voilà, en ayant des comportements adaptés. Face à une douleur chronique, il faut rester humble, pas d'anxiété de performance. On va pas guérir le patient et on va lui dire qu'on va pas le guérir. Comme ça, il va arrêter cette quête effrénée et cette hyperfocalisation sur la douleur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer sa qualité de vie, on va réduire la dépression, on va le remettre en mouvement, on va l'accompagner pour qu'il ait cette sensation de maîtrise et de contrôle sur la douleur. C'est ça qui va être important. Une douleur, c'est jamais dans la tête, on valide toujours les douleurs des patients. Il faut réduire le stress par la cohérence cardiaque, éventuellement la méditation. Réduire le perfectionnisme, c'est accepter son humanité. Par définition, on est imparfait. Et toujours avoir un corps fort et une bonne détente. Et j'aimerais bien que vous montriez à vos patients une vidéo qu'on a faite pour le bloc opératoire, pour tous les patients qui vont se faire opérer, qui s'appelle Au bloc opératoire du CH de Dax. Bon, alors je suis actrice dedans, mais c'était pas prévu comme ça. L'idée, c'est de montrer le parcours du patient du début de Lucas jusqu'à la sortie du bloc opératoire. Le but, c'est de rassurer pour tous les patients qui sont anxieux. On montre vraiment tout le parcours du patient et je pense que c'est assez rassurant et que ça peut les aider. Donc, n'hésitez pas à leur montrer la vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bravo et encore merci pour ce travail et cet exposé de qualité qui m'a fait apprendre beaucoup de choses. C'est très bien d'insister sur le fait que la douleur chronique est une maladie. Parce que je ne sais pas si, là c'est le médecin ou le professionnel de santé qui vient, qui voit le patient qui a toujours mal, et tu as raison, nous avons nos biais, en disant « je suis impuissant, je ne sais pas quoi faire ». Donc souvent j'essaie de l'envoyer au centre d'algologie. Donc je te les envoie, mais ouais, je pense que et cette humilité qu'on doit avoir nous face à cette douleur chronique pour laquelle on est des fois impuissant. Et est-ce que ça vous arrive vous d'être impuissant ou d'arriver sur une impasse? Oui, tous les jours. Tous les jours. On est tous les jours impuissants. Fini le perfectionnisme. Là on retrouve. Ouais, on peut pas. Alors, on travaille beaucoup sur le perfectionnisme quand on est médecin de la douleur, beaucoup plus que quand on est anesthésiste, parce que l'anesthésie, ça marche toujours. Oui. Je pense qu'il faut accepter plusieurs choses. Il faut accepter qu'on va pas guérir les patients. Il faut accepter qu'il y a certains patients qui vont nous mettre en échec quoi qu'on leur propose. Et ça nous appartient pas. Et il faut accepter une forme d'humilité et réduire son perfectionnisme. En vous disant, là, c'est un échec. Il y a des fois, il y a vraiment des échecs de prise en charge où le patient se mobilise pas du tout, mais il y a des raisons à cet échec et vous n'êtes pas responsable de tout. Donc, il faut laisser la responsabilité à chacun et le patient il est acteur de sa prise en charge aussi. Donc, quand il veut pas, il veut pas. D'accord. Et depuis quand on considère la douleur chronique comme une maladie? Parce que moi, dans ma formation médicale initiale, je n'avais pas cette notion de maladie. Douleur chronique, on est resté sur douleur aiguë et après on... Alors moi, je connaissais rien réellement à la douleur chronique avant d'y travailler. D'accord. C'est très mal enseigné. Et même la fibromyalgie, c'est pas du tout connu alors que c'est une entité tellement claire. Toutes les patients, alors il y a beaucoup de patients de fibromyalgie, mais c'est des stéréotypes copiés-collés à chaque fois. C'est dommage qu'on nous ait pas enseigné ça. Oui, parce qu'on dit on élimine l'organicité, c'est dans la tête. On l'entend, enfin. Oui, non, c'est pas dans la tête. Voilà, c'est très bien de le dire. Au niveau de... On essaie de parler, mais j'entends pas. L'activité physique, vous la conseillez à tous les patients ou pas? Tous les patients. Tous les patients. Il faut garder, d'ailleurs, dans la fibromyalgie, c'est probablement l'action la plus importante, c'est de garder un bon conditionnement physique. Donc moi, je leur dis toujours, faites moins le ménage et allez plus marcher, faire du vélo, des choses qui vous plaisent, parce que sinon, elles passent toute leur vie à faire du ménage. D'accord. Est-ce que, dans les facteurs de risque, est-ce que c'est sain de dire aux patients, vous êtes perfectionniste, vous êtes stressé, vous êtes... est-ce que c'est pas un jugement quand on regarde les facteurs?
Ouais. Alors moi, j'essaie de leur faire prendre conscience plutôt que de leur dire. Je leur dis, ah, vos épaules, elles sont comment là? Ah, mince! Elles ont baissé les épaules depuis tout à l'heure. J'ai vu qu'elles ont baissé. Elles ont baissé. Et le but, c'est de leur dire, ok, à votre avis, ça vient d'où? Le mieux, c'est quand le patient il arrive à comprendre par lui-même, parce que du coup, il a plus facilement d'action et il va plus facilement se mettre en mouvement par rapport à ses symptômes. D'accord. Mais moi, j'ai toujours peur du jugement. C'est pour ça que je suis toujours... je fais attention à ce que je dis. Pareil. Comment est-ce que... on a vu que, par exemple, les stress post-traumatiques provoquent des douleurs chroniques. Est-ce que, pour chaque douleur chronique, on essaie de rechercher s'il n'y a pas une notion de stress post-traumatique? Toujours. Je cherche toujours le trouble de stress post-traumatique. Donc, c'est des questions, est-ce que vous avez subi des violences? Est-ce que c'est... Non, je leur pose pas la question comme ça. Déjà, c'est souvent la première fois je leur dis, par exemple, pour la fibromyalgie, je leur dis, voilà, ce qu'on retrouve souvent, c'est des traumatismes dans l'enfance, avec des stress qui ont été tellement intenses que c'était pas possible d'y faire face. Et les patients, après, ils se livrent tout seuls, parce que c'est la première fois qu'on les écoute. Et ce que je leur dis aussi, c'est que le trouble de stress post-traumatique, c'est un peu comme les mélanomes. Je leur dis, ben voilà, quand on a eu des coups de soleil dans l'enfance, on n'a pas de mélanome, on n'a pas de cancer tout de suite, mais à force, avec le temps en plus, et peut-être d'autres coups de soleil, c'est là où ça apparaît. Le mélanome, bah, c'est un peu pareil pour le circuit de la douleur. On a eu des gros traumatismes dans le circuit de la douleur à travers le stress quand on était enfant. Et plus tard, à l'âge de 30 ans, 40, 50 ans, ben là, c'est le système qui est défaillant qui s'active. Et ils le disent? On te dit, j'ai subi telle violence, telle... Oui, c'est ce qu'il y a de très dur en douleur chronique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas travailler à 100%. C'est que émotionnellement, c'est très dur. D'accord, donc on met en évidence des violences dans l'enfance. Oh là là, ouais, c'est le quotidien, c'est très fréquent. C'est quelque chose que je n'avais pas en tête. Et à partir de ça, dès qu'on arrive à l'identifier, est-ce que la prise en charge est plus facile? Si on a le crime originel entre guillemets. Alors il y a des études en cours sur Poitiers pour savoir si l'on traite les troubles de stress post-traumatique chez les patients fibromyalgiques, on arrive à obtenir des meilleurs résultats. J'ai pas encore les résultats de l'étude. Ce qu'on sait, c'est que déjà, enfin ils sont écoutés, enfin ils sont entendus, et il y a une espèce de, ok, ils sont toujours mal, mais d'un seul coup, il y a quelque chose qui lâche, une espèce de contraction, ouais, il y a une espèce de soulagement. Soulagement. Important. D'accord. Violence question un peu cynique, bénéfice secondaire de la violence chronique, de la douleur chronique. Il y en a comme dans tout. On a toujours. Est-ce que plus qu'ailleurs, plus que. Bah, par exemple, un patient qui est en litige parce qu'il a été opéré, je sais pas, d'une arthrodèse et il a attaqué le chirurgien, on lui dit d'emblée qu'on va pas pouvoir travailler sur sa douleur. Qu'en fait, on va pouvoir l'accompagner jusqu'à ce que le procès ait eu lieu, parce que le cerveau a tellement d'intérêt à conserver la douleur qu'on sait que quoi qu'on fasse, on ne pourra pas l'améliorer. Donc oui, bien sûr, il y a des renforçateurs. D'accord. Il y a quelque chose que j'ai découvert, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc je vais faire si je peux éviter de mourir, donc je vais en faire plein. Oui, mais je ne vois pas le chat. Je réponds en même temps à un truc. Est-ce que pourquoi est-ce qu'on le demande pas dans les Holter ECG? Enfin, comment? Parce qu'on le calcule comment? Il faut faire des enregistrements. Pourquoi voilà. Si c'est si important que ça, pourquoi on l'utilise pas plus? Mais je sais pas pourquoi on l'utilise pas plus, parce que moi j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Je suis complètement sidérée de toutes les études que je lis, et puis qui sont anciennes ou plus récentes. C'est un indicateur très fort de stress parce que honnêtement, je pense qu'en France, la prévention, enfin en France, probablement dans le monde, ça n'intéresse pas grand monde. Or, en fait, il y a des facteurs très importants sur lesquels on peut agir et facilement. Par exemple, moi j'ai découvert que mon HRV était anormalement basse. Ah. Et depuis, j'ai ralenti mon activité. Donc on a bien fait de se faire venir aujourd'hui et pas une autre fois. Par exemple, là on parle de montres connectées. Est-ce que sur les montres connectées, on arriverait à le faire? Oui, c'est le cas. C'est le cas. En revanche, j'ai commencé à regarder un peu ce qui existait. Il faut vraiment en trouver qui montre l'HRV et pas une interprétation après de l'HRV pour vous montrer vos niveaux de stress. Moi, j'aime bien avoir un chiffre précis. Et donc, il faut regarder selon les montres connectées. Je ne peux pas vous en recommander pour le moment. D'accord.
En revanche, vous pouvez donc soit utiliser la caméra de votre téléphone, ça fonctionne bien, soit vous mettez un cardiofréquencemètre, là, ça coûte moins cher qu'une montre connectée, et ça fonctionne aussi très bien. Juste petite question technique à la régie, je ne peux pas avoir deux conversations en même temps, donc ça serait pas mal de m'écrire la question, comme je l'ai dit, parce que on a parlé de baisser les épaules, pertinence de rechercher une cause, ça m'intéressait. Le jugement, je reviens sur le jugement. Est-ce que les patients ont peur d'être jugés chez vous? Alors, quand ils arrivent, ils ont... pour la plupart, on leur a dit que c'était dans leur tête, on leur a dit qu'ils faisaient pas beaucoup d'efforts, on leur a dit mais est-ce que vraiment vous avez une douleur? Donc rien que le fait de les reconnaître, ils arrivent stressés, mais très rapidement, ils sont soulagés de percevoir qu'on les écoute vraiment. Ça, c'est un aspect très important. Parfois, on fait rien d'autre que les écouter, et le patient va mieux après. Ça sous-entend qu'on les écoute pas assez. On les écoute pas assez. Et est-ce qu'il y a aussi ce biais dans la... Enfin, on les écoute pas assez, mais aussi la famille ne les écoute pas assez. Ils le disent aussi ou pas? Oui. Leur entourage? Oui, c'est très variable. Mais très variable. Oui. D'accord. Petite question de Nicolas Touillat. Le rôle et l'importance du psychologue dans la prise en charge de la douleur chronique. Fondamental. Donc vous en avez. Alors nous, on a 2 psychologues, 2 infirmières, 2 secrétaires, et j'ai un collègue médecin, et je recrute. Donc si ça vous intéresse de venir travailler en douleur chronique, la psychologue, on fait parfois des consultations en binôme avec un regard de la psychologue, c'est vraiment intéressant. On pose des indications des neurostimulateurs, parce que c'est pas parce qu'on parle beaucoup de l'aspect psychologique qu'il y a rien à faire sur le plan technique et pratique. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur les douleurs neuropathiques, et on peut aller jusqu'à l'implantation d'un neurostimulateur. Et pour ça aussi, les psychologues, elles sont à tous les niveaux de la prise en charge. Voilà, donc on en revient à la douleur chronique, donc maladie, prise en charge pluridisciplinaire. Oui. Long, pas facile, le médicament n'est pas tout. Ah oui, alors ce que je leur dis ici, c'est qu'il n'y a aucun traitement miracle, sinon ils l'auraient déjà eu. Et la recherche, elle est quand même pas très aboutie en douleur chronique. Vous voyez, tous les systèmes d'hypersensibilité centrale, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. On pense qu'il y a peut-être un mécanisme auto-immun, peut-être des anomalies au niveau des mitochondries. En fait, honnêtement, on n'est pas encore très performant. Et il faut aussi le dire aux patients. On sait que le seuil de la douleur est diminué, on se doute pourquoi, mais c'est pas encore très clair. D'accord. Bah, c'est sur ce sera le mot de la fin. Donc, merci beaucoup pour ce topo qui a été vraiment très pertinent et qui nous permet surtout de mieux comprendre la douleur chronique. Alors, comme je l'ai dit, c'était le dernier numéro de la saison des mercredis de la CPTS. Comme à chaque fois, il y a un petit questionnaire pour savoir ce que vous en pensez. Et moi, je vous donne déjà rendez-vous pour l'année prochaine avec plein de nouveaux épisodes. Et je pense que avec les épaules un peu plus basses, tu seras là. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci.